personne ne crie ici. C'est bon, on peut y aller là? Vous nous faites perdre un temps fou avec vos crises de colère là. Allez au boulot. Voici les hommes qu'on cherche. Le problème, il est évident, c'est que pour l'instant, on n'a pas de nom, pas d'adresse et pas de visage non plus. C'est sûrement pour cette raison qu'ils portent des cagoules. Ces types sont des pros, patron. Moi, je pense que c'est des femmes. Non, vraiment, je pense que ce sont des hommes. Non, je suis quasi certain, ça, c'est des femmes. Après, ils ont vraiment des musculatures d'hommes. Mais il y a des femmes très musclées. C'est vrai. Il y a même des femmes qui ont des sexes d'hommes et qui les utilisent pour pénétrer d'autres hommes, dont certains ont des sexes d'hommes. Bon, vous montrerez un jour sur Internet. Pour l'instant, ce que je veux, c'est qu'on arrive à trouver l'identité de ces personnes. Alors, donnez-moi des idées là, ok? Je me mets au tableau. Je veux voir les mains levées. Oui, Serpent. Je pense qu'il faut enquêter dans le milieu des femmes. Bon, écoutez, je pense qu'on a compris, mais je le note quand même. Allez, femme. Allez, qui d'autre? Moi, j'ai commencé à... Oui, Maus. Il voulait parler, Maus. Ouais. Vous n'avez pas participé un petit peu? Le type sur le côté, là. Est-ce qu'on peut zoomer sur sa veste? Lequel, celui-là? Ouais. J'ai l'impression que je vois quelque chose, patron. Ok, zoomez sur sa veste, moi, c'est. Ça va rien donner. Je n'ai pas demandé si ça allait donner quoi que ce soit, j'ai demandé de zoomer. Voilà. Pas compliqué. Ah, bah, Ok, maintenant augmentez-moi la résolution de moins 1000%. je peux pas augmenter la résolution d'une image. Techniquement impossible. Je l'ai vu faire des tonnes de fois. Eh bah, peut-être dans des films, mais... Non, pas dans des films, pas du tout. Dans la vie, tout simplement, on était sur une enquête. Moi, j'étais en duo avec une informaticienne, une Suédoise, un peu punk, mais fascinante. Et on avait réussi. C'était dans Millennium, effectivement. Bon, Maus, votre idée était nulle. Alors vous arrêtez maintenant. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, troll, c'est bien. Oh, ton cul. C'est mon génie. Oh merde, c'est Bimal. Il doit savoir des choses. Inspecteur Hoy, c'est Gamble, on prend la main. J'ai suivi des cours de négociation sur Internet. Je vais avoir besoin d'un prêtre et d'un porte-voix. J'ai pas de porte-voix. Quelqu'un aurait un porte-voix? Un porte-voix, s'il vous plaît? Bonjour, police, j'ai besoin de votre sono. Attendez, je vais vous l'allumer. Monsieur Bimal? C'est eux! Monsieur Don Bimal? C'est Wesley! Je sais qu'Hershon bosse pour lui! Écoutez, il y a beaucoup de raisons de continuer à vivre. Un tas de choses géniales, comme une bonne limonade, une bonne grosse canette de limonade bien fraîche. Ils s'en foutent tous! Donne-moi ça. Je sais comment lui parler. Écoutez, c'est clair que vous n'êtes qu'une ordure et que tout le monde s'en fout de vous! Mais c'est une espèce de connard! Pire que ce que je disais. J'ai pas l'intention de vous mentir. Pas mal de gens ici commencent à murmurer que vous n'êtes pas assez burné pour le Eh faire. ben, je m'en fous! Ouais, et moi je dis que vous pouvez le faire. Enfin, je veux dire, je vous dis pas de sauter. Non, je dis simplement que vous en êtes capable. Regardez, ils volent! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Merci d'être avec nous pour une nouvelle saison, puisque c'est un peu une nouvelle saison, c'est la rentrée en ce qui nous concerne. 35e saison, je crois. On a pris quand même, c'est un truc, on a pris 2 mois de vacances, bien mérités, puisque l'année dernière Tu on m'étonnes. a fait au moins 15 émissions, ce qui est énorme. Ce qui nous permet là aujourd'hui de faire une émission catalogue
comme on aime bien les appeler, puisque nous allons revenir un peu sur les événements de cet été. On n'était pas là, mais il y a quand même des films qui sont sortis, des films qui ont eu le monde tourne beaucoup en notre de absence. succès, alors qu'on n'était même pas là, et ça c'est dingue. Et on va démarrer tout de suite. Alors pêle-mêle, on évoquera, je pense, évidemment la Palme d'Or de Justine Triet, la dernière bouse de Nolan, et La puis palme du cœur de Nolan. Ouais, c'est ça. Barbie, et puis quelques comédies françaises, dont Sentinelle ou Yannick. Mais on va démarrer par le plus important, bien évidemment, le film qui va représenter la France aux Oscars l'année prochaine, même si c'est pas encore voté, c'est à peu près quand même sûr. Et heureusement, c'est pas Titane. Donc, Anatomie d'une chute de Justine Triet, que tu as vu alors que moi, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Est-ce que t'as eu le temps de regarder d'autres films de Justine Triet? Alors j'en ai déjà vu, il y a à une époque, j'ai déjà vu des films de Justine Triet, et j'ai regardé des choses bien très très intéressantes. On pourra parler de Jeanne Dillman d'ailleurs bientôt aussi. Tu as vu Jeanne Dillman? Ouais, ok, ouais, ça c'est facile. Ça c'est facile de couper court à toute discussion en disant est-ce que t'as vu Jeanne Dillman toi? Ok, c'est ça. Ça sera ta stratégie pendant toute la saison? Je te le redirai. Okay. Parce que moi, j'avoue, je n'ai pas vu Jeanne Dillman. Non, bon, évidemment, moi, Justine Triet, en tout cas, c'est une cinéaste que j'aime bien, dont j'avais beaucoup apprécié, en tout cas, le premier film. J'ai pas eu l'occasion, parce qu'évidemment, on va pas commencer cette saison à travailler. J'ai pas rattrapé ces courts-métrages qui étaient pourtant disponibles depuis sa Palme d'Or. C'est l'intérêt des émissions catalogues. Oui, c'est ça. On y va, on n'a pas de pression, voilà, sans problème. Mais voilà, moi c'est une cinéaste que j'aime bien, que j'aime bien. En tout cas, moi, La Bataille de Solferino, j'avais trouvé ça vraiment hyper bien. J'avais été vachement plus circonspect sur Victoria lors de sa sortie, mais je l'ai revu avant la sortie de la Palme d'Or, et en le revoyant, je me dis non, c'est super, parce que voilà, moi, même Sibylle, son troisième film, qui est peut-être le moins aimé, moi je sais que j'avais beaucoup aimé en salle, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Je suis très circonspect moi sur le Anatomie d'une chute. Enfin, ça m'a vraiment, enfin en tout cas ça m'a ennuyé lors de sa projection. J'ai pas du tout été convaincu. Alors après, j'en suis pas non plus à un embryon. Enfin, j'ai un embryon de réflexion avec là-dessus. le film de Preminger, Anatomie d'un meurtre. Si, complètement, complètement. Oui, enfin, je veux dire, il y a oui, bien sûr qu'il y a vraiment de la référence, mais sans que ça soit, c'est pas Tarantino, elle va pas non plus faire des citations, mais on voit clairement que il y a une référence à ce truc-là. Ça travaille cette notion de vérité impossible, ou de retravail par toutes ces sortes d'espaces de médiatisation de la parole qui seraient les espaces de psychothérapie, de tribunal, de médiatique qui essaie de donner une image de la vérité, mais qui est médiatisée par une scénographie de la parole. C'est un peu le grand truc de Justine Triet. Un sujet qui a sa place en 2023 quand même. Oui, complètement. Et en fait, c'est quelque chose qui était déjà visible, pas trop dans La Bataille de Solferino dans mes souvenirs, mais qui était très visible dans Victoria, parce qu'il s'agissait de quelqu'un qui était un petit peu absente à elle-même, Victoria, et qui était au contraire plutôt résumée, ou en tout cas qui était mise en récit, on va dire, par son psychothérapeute, par son ex qui la mettait en fiction, et voilà. On voit que c'est quelque chose qui intéresse Triet. C'était aussi le cas dans Sibylle, où Virginie Efira, pareil, était quelqu'un d'étrangère à elle-même, encore une fois, mais qui essayait de, on va dire, s'abîmer dans la projection dans un autre personnage qui était Adèle Exarchopoulos, qui était une actrice. Elle essayait d'oublier sa propre expérience peut-être dans la projection dans cette personne-là. Mais en fait, il y a un rapport très existentialiste, on va dire, chez elle, moi, que je trouve intéressant, parce qu'il est fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup, en tout cas, un côté très comédie, on va dire. Et dans Victoria, moi je sais que ça m'avait pas du tout fait rire. J'avais trouvé ça, la première fois que je l'ai vu, Victoria, ça donne un ton particulier en fait. Oui, ça donne un ton particulier. Enfin, il y a un côté très chaotique dans ces films, très de bric et de broc, très parcellaire, très fragmentaire. Enfin, il y a un côté comme ça qui va vite. Moi, qui m'avait saoulé dans Victoria la première fois que je l'ai vu, parce que je m'étais dit, bon voilà, moi les atermoiements d'une jeune bourgeoise avocate de 40 ans, ça me saoule, j'ai pas envie de voir ça. Mais ça,
ça me paraît être un mauvais réflexe de spectateur, dans le sens où voilà, c'est vraiment presque l'accusation qu'on peut faire dans le cinéma français, genre ce qu'on aurait pu reprocher les atermoiements, aussi, les atermoiements existentiels de quelqu'un qui est bien portant et qui a toutes les raisons de réussir, on s'en fout. Bon, moi je pense qu'au final, voilà, c'est peut-être une erreur de ma part. En revoyant le film, je me dis non, c'est plutôt intéressant. Enfin, c'est intéressant, c'est surtout que c'est bien fait. En tout cas, Anatomie d'une chute reprend en tout cas ce côté-là, mais de façon beaucoup plus analytique et en enlevant le côté un peu comédie dramatique qu'avaient ses précédents films. Les autres sont plutôt clairement, il y a presque plein de structures de comédie avec des situations pas possibles. De la bataille de Solferino où on avait oui, complètement ancré malgré tout dans une histoire en Bataille de Solferino, c'est celui-ci, hein, tu me dis si je me trompe, mais qui filmait des vraies séquences de l'IAS, de l'IS. Pardon. Mais oui, voilà, c'est ça. Qui en fait, filmait ouais. À côté, en fait. La dissolution d'un couple. C'est Enfin, ça, même pas la dissolution d'un couple, parce que le couple était déjà dissolu. C'est ça, voilà. Mais de l'appartement, Ouais. et puis des gens d'appartement, mais justement, on allait sortir et on filmait. Mais c'était un cinéma dispositif dans le sens où voilà, elle avait décidé de filmer ça au moment de l'élection de François Hollande. Donc elle avait profité de la masse, de la liesse qui existait à Paris à cette époque-là pour pouvoir tourner ce film-là. Donc on avait quand même quelque chose de l'ordre du dispositif, de l'hybridation, du documentaire à la fiction, voilà, qui était hyper intéressant. Très dynamique, très vivant. C'était avec Laetitia Doche et puis Vincent Macaigne, ça marchait à fond, il y avait eu du jeu, ça marchait très très bien, mais on était dans quelque chose qui, encore une fois, voilà, carburait à quelque chose qui était de l'ordre de bouillonnant, que voilà, moi que j'ai retrouvé dans Victoria dans Sibylle, même si voilà, on est dans un truc beaucoup plus a priori beaucoup plus complètement fictionnel, mais il y a un truc qui dans la rupture, en tout cas dans Anatomie d'une chute, c'est que au contraire, on est dans un rapport beaucoup plus froid, on va dire, ou très analytique, où le sujet est maintenant un peu connu, hein, quelque chose arrive au début du film, la mort d'un homme, et la conjointe de cet homme-là est soumise à l'analyse du coup judiciaire, fictionnelle et médiatique de cet acte-là, enfin non pas de cet acte-là, mais de l'interprétation de est-ce que elle en est responsable, est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un meurtre. Et moi, là où j'étais très circonspect devant le film dans ma première approche, c'est que je croyais à aucune des trois hypothèses. J'ai eu le sentiment que au fil du déroulé du film, que le film essayait de ménager une sorte d'interrogation sur quelle est lequel de ces trois hypothèses est vérifiable. Assez vite, on comprend que aucune ne sera vérifiée au bout d'un moment et que ce qui va compter, ce qui intéresse Justine Triet, comme dans ses précédents films, c'est au contraire que au final, la vérité n'existe pas vraiment, ne peut pas être dite par des mots ou par aucune institution, quelle qu'elle soit, que ce soit la psychothérapie, l'institut judiciaire ou le médiatique, mais que voilà, il va résister une sorte d'opacité de la réalité qui n'est pas traductible par des mots, quoi. Et j'ai trouvé ça, en fait, en tout cas, assez affecté dans cette idée de faire, de vouloir montrer pendant 2h30, voilà, c'est opaque. Voilà un personnage qui est opaque, qui, vous, spectateurs, vous êtes sollicités pour vous faire votre propre opinion, mais voilà, en tant que bonne cinéaste moderne, je vais vous montrer que je ne vous donnerai absolument pas les réponses, je ne ferai pas un récit classique où tout sera résolu à la fin. Au contraire, je vais vous laisser avec autant de questions qu'avec beaucoup plus de questions qu'avec lesquelles j'ai commencé le film. Que l'inverse, à savoir bref, je te coupe, hein, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ah non, c'est pas. J'ai pas l'impression de voir ça énormément en fait au cinéma aujourd'hui. Non, mais c'est ça qui m'a un peu, encore une fois, lors de mon premier visionnage, qui m'a un peu interrogé, parce que moi je suis plutôt friand de ça. Je comparais ça un petit peu par exemple avec un film...
c'est les années 70 justement. Oui, post, puis même Kennedy, du cinéma moderne européen des années 60. Voilà. Parce que, par exemple, moi, je pourrais comparer ça avec un film qui est sorti l'année dernière, qui est Enquête sur un scandale d'État de Thierry Desperetti, qui, pareillement, multipliait aussi les lieux d'instances de parole, rédaction d'un journal, tribunal, interview journalistique. Voilà, on avait tout ça pour vraiment établir que la vérité ne pouvait pas être établie, qu'importe toutes les même en multipliant les instances qui justement essayaient de créer du récit. Enfin, ils essayaient de créer du récit pour percer la réalité, mais ces récits-là, finalement, n'établissaient que du récit. Bon, moi j'ai trouvé ça, dans Enquête sur un scandale d'État, me plaisait beaucoup pour le trouble que ça créait, mais je n'ai pas ressenti ce trouble-là dans Anatomie d'une chute. Après, voilà, mais peut-être qu'en le revoyant, ça me paraîtrait évident et tout ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup une sorte d'affectation un petit peu de justement je vais mettre en scène quelque chose que je vais mettre en scène l'opacité. Voilà, regardez ce que c'est l'opacité, le cinéma moderne un peu pour les nuls, quoi. Ça m'a un petit peu gêné. Je tiens à dire, il a été aussi coécrit et puis il est filmé, je crois, par Arthur Harari, dont on parlera peut-être, qui fait aussi l'acteur bientôt dans le procès Goldman. Oui, mais d'un point de vue presque extra-cinématographie, c'est fascinant parce qu'Arthur Harari est le compagnon de Justine Triet. Là, c'est clairement, c'est presque c'est un côté assez intéressant du film, mais qui, pareil, n'est peut-être pas très nouveau, mais le sujet, c'est vraiment c'est pas l'anatomie d'une chute, c'est vraiment l'anatomie d'un couple, et c'est vraiment comment tous les querelles conjugales ou l'imbroglio de causalité, de fautes qu'on se rejette l'un à l'autre, et le moment où n'importe quelle dispute de couple où on raccroche des wagons les uns aux autres où on parle d'un sujet et ça va passer sur un autre sujet. Enfin, tout le monde a connu ça, pour peu qu'il ait déjà été en couple, où ça ne ressemble à rien et on se retrouve devant un truc où on ne peut pas saisir un fait, où le fait est absent, où on est complètement dans une sorte de chaîne infinie. Là, c'est presque c'est un des côtés assez intéressants, ou en tout cas le cœur du sujet de Justine Triet. C'est vraiment d'essayer de montrer que la vérité d'un couple, la chaîne de causalité, de responsabilité dans la chute d'un couple est elle est irrésoluble en fait, quoi. Elle est irrésoluble, elle s'auto-alimente, on ne peut pas calculer ça. Mais moi voilà, j'ai eu le sentiment, comme je disais, en lisant un peu quelques articles à droite à gauche, je me disais beaucoup d'articles disaient c'est établi que la femme est innocente et que la misogynie de la société essaye de démontrer sa culpabilité, mais parce que c'est une femme, machin. Mais moi, j'ai même pas ressenti ça. Alors c'est peut-être tout à mon honneur parce que je pense pas qu'une femme mais en fait, en tout cas, j'ai pas ressenti j'ai juste ressenti une irrésolution en fait sur mais qu'est-ce que c'est que ce film qui nous balade sur trois motifs, trois raisons possibles de cette mort-là. Moi j'ai pas ressenti de trouble spécialement sur ce film. Anatomie d'une chute, la Palme d'Or, pas de trouble. On continue sans le trouble avec une autre boursouflure. Enfin, je dis pas que le film de Justine Triet était une boursouflure, mais je voulais que tu évoques rapidement le Oppenheimer quand même de Nolan, même si j'ai aucune envie de voir ce film en fait. Je me suis fait avoir avec les derniers films de Christopher Nolan, c'est vraiment du cinéma qui ne m'intéresse pas, et là de voir 3 heures de Nolan, c'est vraiment un truc qui me non, je refuse. Mais moi j'avais quand même regardé, savoir que cette histoire de Oppenheimer avait déjà été traitée au cinéma en fait, dans les années 80 avec Paul Newman, réalisé par Roland Joffé, avec une musique de Morricone, filmé par Vilmos Zsigmond, épaulé par tout un tas série B, quoi. de second rôle qui avaient de la gueule un petit peu en fait, et qui durait à peine 2 heures, où on évoquait justement ce conflit entre Oppenheimer et puis ce général dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, sur la construction Matt Damon. La construction de la bombe atomique, d'un scientifique qui essaye de faire quelque chose
et puis, pas parce qu'il a les capacités de le faire en fait, et puis en face de lui des gens qui veulent du résultat et qui veulent atomiser un pays en fait, et ce type qui va un moment se réjouir parce qu'il a réussi justement à créer quelque chose qui était impensable et qui se rend compte au dernier moment que mais cette chose impensable elle va tuer des gens en fait. Voilà. Mais en 2 heures avec tout ce casting c'était réglé, c'était pas forcément très très bien non plus, hein. Mais je reste absolument convaincu que ça sera mieux que 3 heures de Christopher Nolan. Oui, bah écoute, moi j'ai pas vu le film de Roland Joffé, hein, mais clairement, moi je l'ai mal vu, hein, le film, je l'ai vu en 2 fois, c'est pareil. Nolan évidemment fait partie des cinéastes dont je raterai aucun de ses films parce que ça m'intéresse, hein, mais là celui-là en l'occurrence je l'ai regardé en 2 fois déjà, mais au cinéma. Et clairement, oui, je suis. Oui, ce jour après, je pourrais balancer sur ce film-là les mêmes reproches que je peux lui faire d'habitude, mais c'est-à-dire, c'est du cinéma sous hormones d'auteurisme, un petit peu, quoi. C'est-à-dire que si on enlève un peu la cosmétique du grand cinéma, c'est-à-dire le noir et blanc, la musique vrombissante. Alors, le noir et blanc, c'est quand c'est du vrai, et la couleur, c'est quand c'est de la fiction. Alors, c'est l'explication quand même qu'il a donnée. C'est quand même ça qu'il a dit. Avant la sortie du film, il a expliqué quand même via Twitter ou une connerie du genre. Alors vous allez voir dans mon film, il y a des séquences en noir et blanc, c'est les séquences qui sont vraies, et il y a les séquences en couleur, c'est les séquences qu'on a imaginées un petit peu en écriture. C'est brillant, c'est une excellente idée. Mais voilà, moi je pense que voilà, c'est un film. Ce que je disais en boutade, c'est que c'est un film. Ça ressemble à un film de Ron Howard, quoi. En fait, quoi. C'est un film de Ron Howard, un biopic comme ça. Sauf que voilà, c'est un film de Ron Howard qui filmé façon sous stéroïdes, quoi, sous hormones, c'est-à-dire en montrant que voilà, c'est hyper important ce que vous voyez, quoi. À la Nolan, il a toujours fait ça. On a fait plusieurs émissions pour parler de ce truc-là. En disant que voilà, ce type-là, pour nous, c'est pas un très bon metteur en scène. Il sait non seulement pas filmer l'action et peut-être pas si bien que ça la parole non plus. Il sait pas raconter des histoires. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui il complique tout pour justement donner l'impression que c'est compliqué. Mais là, en l'occurrence, on pourrait très bien se dire, si on enlève un petit peu la cosmétique formelle, ça pourrait être une mini-série en 3 épisodes sur voilà qu'est-ce que c'est l'histoire de ce type-là, de façon factuelle. Voilà, c'est tout. Ce qui manque dans ce film-là, et moi ce qui m'a étonné parce que je l'attendais, Nolan, sur ce terrain-là, et les premières, on va dire peut-être dans mes souvenirs, la première demi-heure de film pouvait augurer quelque chose comme ça, et ça aurait été peut-être un ratage, mais au moins ça aurait été intéressant. C'est que moi je l'attendais sur un truc en me disant voilà, on est sur une ère où à un moment des scientifiques essayent de délimiter scientifiquement un monde de l'invisible, c'est-à-dire le monde quantique, et Nolan va se piquer de trouver une solution formelle pour traduire ce monde quantique. De la même façon que dans Tenet, il trouvait non pas des solutions formelles, parce que c'est jamais ça pour lui, mais des solutions un peu narratives, hein, soit dans son film sur la Dunkerque, ou Tenet, complètement mélanger la narration en niveau chronologique, soit l'inverser, ou en trouvant des trucs formels comme dans Inception pour inverser le monde et tout ça, pour essayer de figurer, de transformer en image des concepts un peu métaphysiques. Je me suis dit, tiens, on est à un moment où des scientifiques essayent de faire valoir l'idée qu'il y a un monde de l'invisible qui serait le monde de l'atome. Et tout le récit va être sur ce mec-là qui n'accède pas à la réalité telle que n'importe quel kidam comme nous, comme toi et moi, on la voit, c'est-à-dire la pauvre réalité normale avec des êtres humains, mais juste une sorte de compilation d'atomes. Il va ne cesser que de trouver des solutions formelles pour essayer de péter plus haut que son cul en montrant des trucs comme ça. Mais c'est assez vite abandonné, et c'est pas cette optique-là qui prend. Et moi, l'optique qui prend, c'est à peu près ce que j'ai dit, c'est que j'ai l'impression que oui, c'est un téléfilm qui raconte l'histoire d'un homme qui est pétri de contradictions, certes, qui sont relativement intéressantes, hein, quelqu'un qui est persuadé en développant ça, non seulement ça flatte son ego de scientifique de réussir, mais aussi il est quand même persuadé politiquement, malgré ses divergences avec l'État américain, parce qu'il a des sympathies communistes,
de mettre fin à la guerre et qui, après la guerre, désavoue son invention et essaye de tout faire pour la remettre au placard et évidemment il se bute au pouvoir militaire et politique qui lui dit non, c'est pas possible, et pour le faire taire on l'accule par rapport à ses positions politiques d'avant-guerre. Bon, c'est intéressant à la limite d'un strict point de vue narratif, historique, c'est assez intéressant. Cinéma, par contre, c'est inintéressant. Mais ce qui est amusant, c'est que Nolan, on sait que Nolan c'est un cinéaste à twist, quoi. C'est quelqu'un qui dès ses débuts a un peu fait ce genre de truc, quoi. Et le twist là, c'est qu'à un moment, ce personnage de Robert Downey Jr. Qu'on nous a montré pas du tout comme un personnage machiavélique, il va s'avérer qu'il était machiavélique depuis le début. Et ça va être le tournant, ça va être le climax, enfin en tout cas l'entrée dans l'acte de résolution du film, c'est de montrer que ce personnage de Robert Downey Jr. qui est celui qui l'engage... Oppenheimer a été... que Robert Downey Jr. se servait d'Oppenheimer à des strictes fins politiques et que Oppenheimer va être blanchi à l'issue du film parce que ce personnage-là, lui au contraire, il va être voué aux oubliettes de l'histoire parce que il a eu des manœuvres bassement politiciennes. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette construction pourrie, ce qui n'est pas intéressante du tout. Et surtout pour un truc de 3 heures où j'imagine que, dans le film de 2 heures, qui doit être nul, le Roland Joffé, pas terrible. Ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est très oubliable. C'est du téléfilm, quoi. C'est très oubliable, oui, mais... oh la vache. Bon, on oublie Nolan... On enchaîne, pardon, mais ça me déprime en fait. Alors on va passer assez vite aussi sur le prochain. J'ai vu Barbie de Greta, dont nous on n'avait pas forcément beaucoup parlé. Je crois que c'est notre intérimaire Jules Topoc qui avait évoqué notamment Lady Bird. Et moi je pense que j'avais évoqué Frances A en disant du mal. Oui, mais elle le réalise pas. Ah oui, elle le réalise pas, c'est vrai. Frances A, elle joue dedans, puisque donc voilà, Greta elle a démarré comme scénariste, autrice et puis actrice. En effet, elle s'est fait découvrir dans Frances A. Moi je me rappelle pas en avoir dit beaucoup de bien, ça m'avait pas plu. C'était de Noah Baumbach, qui est son compagnon d'ailleurs à Greta, qui voilà, depuis réalisé, elle a fait des 4 films de Dr March aussi, et puis elle vient vraiment nul. Ouais, elle vient en tout cas voilà. Ce truc sur lequel je veux dire, c'est que voilà, c'est cette fille qui vient vraiment du cinéma indépendant, qui a fait l'actrice, la scénariste, qui a déjà fait la réalisatrice, et puis là elle se retrouve aux manettes d'une adaptation de jeu Mattel, Barbie. Donc évidemment, on pouvait attendre. Alors, on pouvait pas forcément s'attendre à ce que ça ait un tel succès, et c'est pas forcément un mal. Je vais pas revenir là-dessus. Que ce film-là soit aussi populaire, c'est pas le pire. Je préfère que ça soit, je pense, Barbie plutôt qu'Oppenheimer, qui ait ce succès-là. Je pense qu'il y a plus d'idées quand même dans Barbie, même si j'ai pas aimé le film. Il y a beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de travail et d'originalité que dans Oppenheimer, par exemple. Donc très bien, je ne veux pas cracher ni sur Greta d'ailleurs, je suis content pour elle, qu'elle soit passée de son truc d'indépendante à cet objet-là qui soit aussi populaire et puis cette grosse production. Le truc qui m'a peut-être, je pense, le plus gêné, c'est d'entendre des gens être à 2 doigts de comparer en fait son travail à celui de Paul Verhoeven sur Starship Troopers. À savoir, c'est un film de contrebandière, quoi, et vous avez rien compris. Et là, en fait, quand j'ai vu l'objet et que j'ai repensé à cette comparaison avec Verhoeven et Starship Troopers, je me suis dit, mais vous avez de la merde dans les yeux, c'est pas possible, quoi. Encore une fois, voilà, le film est pas forcément mauvais. Donc c'est l'histoire de Barbie qui vit dans un monde de Barbie qui est contrôlé par, c'est un matriarcat, voilà. Donc c'est les femmes qui gèrent la ville, tout se passe bien et tout est parfait, et tous les jours elles reproduisent la même journée. Et tout se passe extrêmement bien parce que c'est les femmes qui font le truc. Et puis un jour, je sais même plus pourquoi d'ailleurs, Barbie et Ken se retrouvent dans le vrai monde, et Ken découvre que dans le vrai monde, ce sont les hommes qui dirigent tout. Et quand il revient dans le monde de Barbie, du coup, il arrive à convaincre tout le monde que c'est les hommes qui doivent tout diriger. Les femmes sont grosso modo d'accord. Et Barbie, quand elle va revenir après coup, elle va essayer de remettre ça en place, quoi. Voilà.
grosso modo l'histoire, hein, 2 heures pour raconter ça, avec de temps en temps donc un discours bien appuyé sur le féminisme, enfin bien appuyé, c'est-à-dire très explicite sur le féminisme et je me suis dit tout d'abord, c'est pas moi le public. J'ai pas besoin qu'on m'explique ce genre de féminisme de bas étage en fait. C'est plutôt pour des pays reculés qui en effet ont la Chine, l'Arabie Saoudite, le trou du cul des États-Unis, où en effet la femme n'a peut-être pas encore le droit d'aller voter. Voilà, c'est bien et du coup c'est interdit là-bas. Mais c'est pas mal. Hein, mais le film a 30 ans de retard et même chez nous d'ailleurs il a 70 ans de retard, hein, je pense. Donc peu d'intérêt. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur le fond, sur la forme en termes d'idées justement de mise en scène. Ça correspond à l'idée que je pouvais me faire d'un film Barbie, très bien. En fait, je crois que le truc qui m'a le plus déçu là-dedans, c'est l'humour, c'est le fait que ça m'amuse absolument pas en fait, et c'est la chose que certains ont essayé de vendre en disant mais essayez d'apprécier ça aussi pour ce que ça peut être, à savoir un film qui est vraiment drôle, qui est avec des bons gags, tout ça, machin. Et non, je suis désolé, mais en effet, il y a 1 ou 2 répliques qui peuvent être amusantes, notamment quand Barbie débarque dans le vrai monde et puis se retrouve à chercher du coup une responsable. Elle va aller sur un chantier, elle va demander du coup aux ouvriers où est leur chef quoi, et puis ils vont lui faire des remarques sexistes et graveleuses, et elle va leur sortir par exemple mais j'ai pas d'organes génitaux, Ken non plus, pourquoi vous parlez de la taille de vos couilles grosso modo, hein, c'est ça. Et c'est peut-être le meilleur truc du film, et tout le reste en termes d'humour et de blagues, j'ai trouvé ça en fait assez navrant. J'ai essayé de me convaincre, de me dire, encore une fois, c'est pas moi le public, c'est peut-être les enfants, le public, quoi. Mais du coup, je suis surpris du succès du film. Si vraiment c'est ça, si c'est les enfants le public, je suis surpris du succès. Donc je me dis, non, c'est pas les enfants c'est qui pas ont les, ça, hein. C'est pas les enfants, le public. Et donc peut-être que tout simplement je suis à la ramasse en termes d'humour, quoi, que je peux pas tester. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un film qui servait à rien. Voilà, c'est dommage, hein, mais je le répète encore une fois, hein, je me le dis avec pas mal d'objets télévisuels ou filmiques dernièrement. Peut-être que tout simplement, je ne suis pas le public et je vais pas cracher sur un objet qui fait plaisir à tant de personnes. Voilà. Mais pour moi, ça ne fonctionnait pas et ça ne servait à rien, mis à part peut-être à l'autre bout du monde, des gens qui n'ont pas encore conscience de ce que ça doit être l'égalité homme-femme. Mais tu vois, c'est comme toi tout à l'heure, tu parlais de ça avec Anatomie d'une chute, hein, du rapport que tu avais pu avoir sur des textes que tu avais pu lire qui revenaient sur les accusations faites aux femmes ou d'autres choses. Là c'est pareil, je sens que moi j'ai pas ça m'intéresse, ça ne m'apporte rien. Non, mais moi après de toute façon j'ai pas grand chose à rajouter parce que de toute façon j'ai pas vu le film, mais j'ai commencé à le regarder dans une salle à Los Angeles mais dans une très mauvaise qualité, donc j'ai arrêté. Mais clairement dans les 15 premières minutes je me suis dit non seulement je continue pas parce que là c'est en mauvaise qualité, puis en plus ça me fait pas rire au bout de 15 minutes, donc c'est pas possible, quoi. Et en même temps je me dis, après j'ai hâte de le revoir pour ça, parce que je me dis mais moi j'ai l'impression d'avoir qu'il y a eu toute une vogue de la comédie des années 2000 qui pouvait fonctionner à peu près sur le même principe, quoi, sur des gens, des sortes de confrontation de monde comme ça qui pouvaient mettre en évidence ça, ou des gens persuadés de leur bon droit ou je sais pas quoi, mais ça n'avait pas. D'un truc que je pourrais rajouter quand même, c'est que justement tu évoques cette comédie des années 2000. Le film évoque ça via la présence de Will Ferrell, qui joue quand même le patron de Mattel. C'est-à-dire que le film va convoquer l'entreprise elle-même, hein, dans le film, via ce chef qui cherche à récupérer Barbie dans le monde réel pour la ramener dans son monde à elle, pour pas que ça foute le bordel. Une entreprise justement contrôlée uniquement par des hommes, donc il y a des petites séquences
parfois amusante, je dois l'avouer. Il y a 2-3 moments qui se regardent, en tout cas. Et justement, le fait de ramener Will Ferrell, qui est loin d'être le pire dans le film, me ramenait, moi, à ces comédies de Judd Apatow ou autres d'il y a 15 ou 20 ans, où je me rappelle m'être beaucoup bidonné, quoi. Et je me disais, non, ça n'arrivait pas à cette cheville-là, et c'était très dommage. Et je tenais à rajouter quand même, parce que j'ai vu des gens cracher beaucoup sur le film aussi, à plusieurs niveaux. J'y ai pas vu forcément du cynisme, ce qui aurait pu arriver quand même avec ce genre de situation où on convoque justement l'entreprise elle-même dans le film. Alors on la gratouille un petit peu. Non, c'était pas cynique, c'est juste que pour moi c'était feignant, quoi. C'était feignant et ça ne servait à rien, enfin ça n'apporte rien en fait ça caresse plus dans le sens du poil qu'autre chose en fait. L'entreprise elle-même, en essayant de la gratter, justement de montrer qu'elle est dirigée par des hommes, ça finalement ça lui est voilà, regardez, on est capable de se critiquer nous-mêmes, c'est pas cynique mais bon, c'est pas très loin quand même, quoi. On va faire une courte pause avec un extrait d'une comédie française qu'Antonin a bien aimé et on se retrouve juste après pour l'évoquer justement et revenir sur un peu le cinéma français de cet été. Si seulement les gens savaient à quel point j'ai aimé mes études. J'ai même voulu faire une carrière universitaire. Et vous étiez étudiant en quoi ? C'est dur à dire parce que ça date un peu, mais je sais qu'un jour j'ai dû lire un texte en anglais. Devant tout le monde. Le voici. Oh là. Ah oui, quand même. Il n'y a pas une image, 100% écriture. Tout ce que j'aime. Bon, tenez. Et je peux savoir pourquoi ça vous intéresse ? On cherche des informations sur les masques rouges. Bras rouges. Bras rouges, ouais. Oui, enfin, c'est rouge. Ouais. Le fait est qu'ils sont impliqués dans une affaire en cours. Mais moi aussi, qu'est-ce que vous faites là ? Non mais vous avez qu'à dévoiler toute l'affaire, c'est une affaire qui est top secret. Je suis désolé, on ne peut pas parler d'une affaire qui est en cours, Amandine. Tout ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est le strict minimum. Mais ces masques rouges sont en train de menacer la présidente Cazoroché à l'instant où je vous parle. Ah bon ? Ouais. Ça m'étonnerait que le bras rouge ait fait quoi que ce soit. Ah, pourquoi ? Parce que le bras rouge n'existe pas. Comment ça ? C'est une légende créole. Vous connaissez un peu l'histoire de l'esclavage, capitaine ? Très très bien. J'ai écrit 1 ou 2 chansons sur ce sujet. Ok. Parce que dans plusieurs récits populaires du 19e siècle, le bras rouge est présenté comme un groupe d'esclaves qui auraient fui les plantations et auraient trouvé refuge dans la ravine du bras rouge. Là, ils auraient prêté le serment de libérer tous les esclaves et on raconte qu'ils descendaient dans les villes pour tuer des blancs. Tuer des blancs, sont pas un peu racistes, ces esclaves ? Faut voir le contexte aussi. Amandine, on est quand même en 2023. Faudrait arrêter avec tous ces clichés-là. Vous savez, je vais prendre mon expérience personnelle. Je ne fréquente absolument que des blancs. Alors oui, effectivement, il y en a des mauvais, ça c'est sûr. Mais pour la plupart, on est quand même des gens assez exceptionnels. D'accord. Toujours est-il qu'avec mon équipe, on a fouillé la ravine du bras rouge de fond en comble, on a épluché les archives et on n'a rien retrouvé. Pas la moindre trace. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Pas de bras rouge, pas d'enquête. On va pouvoir se consacrer à des choses un peu plus importantes. Capitaine, je voudrais juste poser une petite question. Vous aviez l'air d'être un peu interpellé quand il a parlé de la présidente. Oui. J'étais pas du tout interpellé. J'étais interpellée. Vous avez été interpellé ? J'étais interpellée, oui. Ouais. Pas vu. Très même. Parce que dans plusieurs versions de la légende, les esclaves du bras rouge viennent des plantations Cazaux. Cazaux de la famille de la présidente. Exactement. Elle aime pas trop le rappeler, mais les Cazaux sont une vieille dynastie de gros blancs qui ont fait fortune dans le sucre et le commerce d'esclaves. Amandine, je vais vous laisser ces petites affiches. Ouais, capitaine, je crois que vous comprenez Attendez, pas en fait. Maurice, maintenant vous arrêtez de m'interrompre. Est-ce que c'est clair ? Moi j'ai un clip à monter, j'ai un concert dans 2 semaines. Je vais pas perdre mon temps à chercher des gens masqués qui n'existent pas. Ah, c'est donc un extrait de Sentinelle qui vient de sortir, alors je sais plus sur quelle plateforme d'ailleurs. Amazon Prime. Ah, excellent, merci Antonin. Donc le dernier objet de Jonathan Cohen avec Raphaël Quenard, dont on va parler encore d'ailleurs après, puisque c'est vrai que le bonhomme est un peu omniprésent. Donc c'était l'acteur dont on avait déjà évoqué pour le Chien de la Casse, qui était, c'est vrai, très très bien. Donc là, bon bref, Sentinelle, du duo qui avait réalisé déjà le Terrible Jungle. Donc tu avais parlé, je crois, à l'émission. Je crois pas. Ça avait été évoqué peut-être en émission de fin d'année, Terrible Jungle, dans l'espace comédie française évoqué par notre ennemi Thomas dans Attendant Godard. Et là, bon, alors je vais te laisser l'évoquer, Sentinelle, plus précisément, parce que toi tu l'as beaucoup plus apprécié que moi. J'ai pas trouvé ça nul non plus, faut pas déconner. C'est vrai que je suis assez friand et ça fait plaisir de voir une comédie française
entre guillemets de qualité, hein, c'est-à-dire qui au moins me décroche quelques sourires, ça fait plaisir, c'est suffisamment rare pour être évoqué, que j'apprécie toujours un minimum Jonathan Cohen, j'apprécie toujours un minimum Raphaël Quenard, et que j'ai apprécié même l'influence de Eastbound and Down et de Kenny Powers dans cet objet. Je pense que ça doit être une des références quand même de Jonathan Cohen, puisqu'il exploite pas mal ce genre de personnage qui est idiot et qui va au bout de sa connerie, hein. Et là, c'est vraiment ce qu'on peut avoir là-dedans. Voilà, et ça fait du bien. Je pense que c'était une influence que pouvait avoir aussi, par exemple, Éric Judor quand il faisait Platane ou d'autres objets. Du personnage qui s'enfonce. Alors, c'est un truc que ça vient peut-être de The Office ou d'autres séries anglo-saxonnes comme ça. Moi, c'est vrai je pense que c'est dans Fatal où il y aurait ça, de Michael Young. Ah, Fatal, ouais. J'ai toujours pas regardé Fatal. Ça fait partie, tous ces objets que je viens d'énumérer, de ce qui peut y avoir un peu de mieux quand même dans les comédies françaises depuis quelques temps. Donc ça fait plaisir de voir que ça continue d'être exploité. Mais là, moi, je leur reproche quand même de souffrir d'un manque de rythme certain et peut-être d'un souci d'écriture, à savoir de justement trop chercher c'est terrible ce que je veux dire, à décrire des personnages et des situations et de pas avoir assez en fait de rythme et de gags et de trucs vraiment. Et du coup, ça s'étend un peu trop, je pense. Et ça passe un peu trop de temps à essayer pas de créer des personnages, mais d'expliquer des situations, en fait. C'est ça que je reproche, je pense. Ça passe trop de temps à expliquer des situations. Et c'est peut-être que ça manque de cinéma. Tu vois, d'une situation simple ou d'une image efficace pour qu'on comprenne très simplement où est-ce qu'on en est, les enjeux, et pouvoir exploiter à fond, en fait, une situation comique. Et là, ça exploite pas complètement. Donc c'est un problème d'écriture plus qu'autre chose d'ailleurs, en fait. Ouais, je sais pas ce que c'est le problème de ce film que j'aime bien par ailleurs. Enfin, franchement, je rigole à ce truc-là. Je trouve ça super marrant. Et c'est déjà pas mal en fait. Et je suis hyper content de voir ça vraiment. Mais tout en me disant, il y a peut-être des chances que ça puisse être vachement mieux que ça. Donc après, voilà, moi tout ce que je pourrais dire, ça serait vraiment, je suis pas écrivain ni metteur en scène, donc je sais pas, mais clairement, ouais, je vois ce que tu dis parce que je pense que c'est le projet du film aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs. C'est Jonathan Cohen, c'est le virus. Donc il y a Jonathan Cohen d'un côté, c'est le virus, c'est le côté Will Ferrell et qui est dans un film qui est clairement aussi un film d'intrigue policière avec un complot, mais qui marche en tant que tel. Je veux dire, l'intrigue elle est somme toute relativement convenue, on va dire, oui, mais elle fonctionne. Elle n'est pas feignante. Enfin, je veux dire, elle est convenue. Oui, j'ai bien compris. Elle est vraiment. On voit le truc. S'il y avait, on pourrait penser à un film d'action des années 80 justement qui a son intrigue, comme tu le dis, et puis à la place des blagues, là, c'est des scènes d'action. Ouais, complètement. Voilà, et moi, je trouve que les scènes d'action, en l'occurrence, c'est pareil. Elles sont pas mises en scène n'importe comment. L'intrigue, elle est pas mise en scène n'importe comment. Le complot, il est pas mis en scène n'importe comment. Il est pas écrit n'importe comment. Tu peux te dire, ah ouais, tiens, c'est qui en fait tu peux avoir cette petite énergie de scénario ou motif de scénario. Tu essayes de savoir qui c'est le grand responsable. Tu peux aussi être surpris qu'en fait ça soit Emmanuel Berco la responsable, machin. Tu peux ça marche. Je veux dire, c'est pas fait par-dessus la jambe. Ça tient. Mais il y a le virus Jonathan Cohen qui lui est plus le côté effectivement qui a un type de comique, en tout cas il y a un registre de comédie là-dedans, dans ce film-là, qui vient vraiment de la comédie je crois que c'était Emmanuel Burdeau qui avait écrit un bouquin là-dessus sur ces comédies de la surconfiance ou je sais pas quoi, je sais plus comment il théorisait ça, mais il théorisait ça très bien dans un bouquin qu'il avait écrit sur la nouvelle comédie américaine et tout ça. Ouais. Ou en mettant évidemment, en parlant de Will Ferrell, en parlant de Kenny Powers. J'ai évoqué Kenny Powers parce que c'est le radical pour moi. Et oui, on pourrait aussi mettre Ben Stiller dans Zoolander là-dedans. Voilà, il y a eu tout un truc dans les années 2000, sur ces personnages qui étaient persuadés de leur bon droit, qui étaient dans une sorte de registre autoparodique d'eux-mêmes et qui eux étaient persuadés dans un premier degré et entourés de personnages qui les regardaient en disant mais attends, mais c'est n'importe quoi. Et voilà.
forcément, Jonathan Cohen, il a notre âge, enfin en tout cas il a mon âge, il a vu ces films-là, il s'est bidonné avec ça, et il essaye de faire à peu près pareil. Et ce qui est un peu différent de tout le registre comique dans lequel on a vu au final, parce que Jonathan Cohen, j'ai pas tout vu, mais j'ai tout rattrapé en 3 mois parce que je l'avais un peu lâché l'affaire. La Flambeau, c'était un peu déjà dans cet esprit-là. Oui, c'est vrai, La Flamme et Flambeau, il y a un peu de ce truc-là. Et c'est pourquoi il est devenu vraiment populaire aussi. Oui. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc-là. Mais ça, en tout cas, les deux parties du film ne communiquent pas vraiment, ou ça crée pas une sorte d'harmonie telle que on pourrait le voir dans, pour moi, un des chefs du genre qui serait vraiment... soit Ron Burgundy, soit Ricky Bobby. C'est vrai qu'il a, avec Adam McKay, ils ont réussi. Complètement. Et puis Eastbound and Down. Et là, c'est quand même complètement magique. Bon, là, voilà, moi, ceci dit, il y a un truc que je retiens toujours, c'est que Jonathan Cohen, je trouve qu'il a un talent incroyable. Je trouve qu'il y a un talent dans de comique qui est quand même, ou qui trouve quand même un écrin relativement correct dans ce film-là. Même si tu te dis à des moments, toutes les scènes du clip, par exemple, c'est pas terrible, la chanson, elle n'est pas très bien exécutée, ça pourrait être beaucoup plus drôle. Ceci dit, la mise en situation et tout ça, quand tu as le criminel qui prend en otage en clip, c'est marrant. Mais ça pourrait être vachement plus drôle, tu te dis, j'ai vu vachement mieux ailleurs. Mais il reste cette sorte de faconde de langage et tout ça de Jonathan Cohen, que je trouve absolument merveilleux. Je continuerai le prochain, je regarderai aussi, j'attends, tu vois, Voilà, il me manque peut-être un petit côté un peu plus radical, justement un peu plus à la hauteur, alors peut-être pas à la hauteur, mais qui tendrait plus vers une exécution à la Ricky Bobby ou à la Anchorman, justement, en effet, sans espérer du Eastbound and Down, parce que c'était vraiment quelque chose de... Ouais. En tout cas, c'est sûr que voilà, ça augure pas du pire pour la comédie française, et c'est voilà, je tiens juste à pousser, il faut continuer. J'ai envie de mettre une note comme un prof là-dessus, quoi, mais il faut continuer, voilà, en espérant se retrouver un jour avec les rois du patin Ouais. Mais moi je pense qu'en plus ce film-là, on pourra avoir revu le film par à-coup et puis on a pour choper des extraits, mais moi en fait ça me voilà. fait encore plus rire la deuxième et la troisième fois en fait, quoi. Moi je me dis, mais peut-être qu'il va gagner à être voilà. Je pense que c'est chouette. Après voilà, il y a aussi le plan. Pour moi, après, je suis c'est un peu mon truc du moment, mais je suis fasciné par ces types-là que je découvre. Parce que moi, Jonathan Cohen, j'ai jamais regardé Serge Le Mito et tout ça. Je regardais pas ça, je regarde pas la télé et tout ça. Et je les rattrape en ce moment. J'ai rattrapé, j'avais vu La Flamme, mais j'avais pas vu vraiment Le Flambeau ou inversement, je me rappelle plus. Mais je rattrape le truc. Je me dis, mais ouais, c'est démentiel, quoi. Alors, moi, je trouve qu'il pas vu La Flamme ou Le Flambeau. Moi, je déconseille. Alors, Antonin n'est pas d'accord avec moi. Je déconseille Le Flambeau. Je trouve que ça se répète. Par contre, La Flamme, j'avais beaucoup rigolé. Ouais. Quand même. Moi, c'est plutôt l'inverse pour le moment, mais en tout cas, je trouve que c'est extraordinaire et je trouve que c'est vraiment le talent des comédiens est complètement taré, quoi. Et ça me ravit. Et ce qui me raccroche forcément à l'autre truc, qui est un peu une de mon obsession, qui est maintenant devenue commune du moment, c'est Raphaël Quenard qui joue du coup le comparse plutôt sérieux dans Sentinelle. Qui du coup le mec qui réagit par rapport aux conneries de Jonathan Cohen. Donc moi j'ai presque regardé le Sentinelle autant pour Cohen que pour Quenard. Après ceci dit, voilà, Quenard là c'est bon, c'est non pas qu'il y a une sous-exploitation, parce que de toute façon tu peux pas vraiment exploiter Quenard dans ce rôle-là. Il est dans ce rôle dans lequel tu peux faire des miracles, hein. On a déjà vu des acteurs faire des miracles dans le rôle des gens qui réagissent aux conneries de quelqu'un, hein. Là j'étais un petit peu sur Marie à tout prix en ce moment pour présenter un film. Tu dis Ben Stiller, il est typiquement dans ce type de rôle, quoi. Ben Stiller qui est un acteur extraordinaire quand il est extraverti, hein. Zoolander en est la preuve, mais dans Marie à tout prix il ne fait que réagir à des conneries. Il est extraordinaire. Quenard est très bon, mais voilà, c'est moins extraordinaire que Ben Stiller dans Marie à tout prix. Bon, forcément, c'est pas là-dessus qu'on l'attend. Par contre, voilà, ce qui nous amène à ce dernier film, je sais pas, on l'évoque vite fait, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je crois. Mais c'est le Yannick de Quentin Dupieux, où Quenard tient le premier rôle, et là c'est vraiment un véhicule total pour Pio ce type-là. Marmaille et Blanche Gardin. Ouais, Il y a un trio quand même assez
assez conséquent. Et moi, vraiment, je suis... autant Dupieux, voilà, je suis très circonspect. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui fait exprès de rater ses films. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois ces films. Je me dis à chaque fois, il y a un truc qui est drôle et qui devrait être génial, qui devrait être efficace. Je trouvais que Fumer fait tousser se tenait plutôt bien dans ce côté bordélique, en fait, parce que t'avais pas l'impression à la fin qu'il cherchait à tout foutre en l'air. T'avais ou même le truc de la mouche, comment ça s'appelait, la mouche Mandibule. Ces deux-là, tu vois, se tenaient plutôt bien, mais c'est vrai, quand on voit Au Poste, quand on voit Rubber, ça, ouais, en effet, il sabote son projet. Ouais, et en même temps, c'est son principe formel, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui va amener à ce qu'on pourrait dire sur Yannick, hein, c'est que lui, en tout cas, il a une peur panique de l'efficacité comique, quoi. Et c'est drôle, parce qu'en fait, tu te dis, mais oui, il y a beaucoup de comédies qui fonctionnent aussi là-dessus, hein, sur les ratés, sur le fait que voilà, le timing n'est pas bon, et c'est ça qui est drôle, le timing comique, et c'est ça qui est drôle. Mais voilà, Dupieux, il élargit ça dans un film entier. C'est qu'il se dit, mais moi, j'ai un concept de fou. C'était un objet assez fascinant. Ah oui, c'était fascinant, mais encore une fois, moi, Steak, je pourrais pas le regarder d'un regard virginal. Moi, je l'ai vu dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire par surprise, quoi, où tu te dis, bah ouais, Judor, Ramsey, ça va être drôle. Fête du cinéma, salle pleine, à la fin on est plus que 10 dans la salle et on se dit mais qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Et donc c'est des conditions idéales. Mais maintenant Dupieux, c'est plus ça. Maintenant Dupieux, c'est quelqu'un dont l'étrangeté elle est statuée, et donc tout le monde va voir un film un peu soi-disant étrange, et tout le monde se gausse de disant voilà un film un petit peu différent. Sauf que voilà, qu'est-ce que tu fais de cette différence, quoi? Qu'est-ce que ça crée, le fait que voilà, tu fais un truc qui est un petit peu différent et qui refuse d'aller dans la voie à laquelle tu pourrais t'attendre suivant le principe. Vécu par exemple Delphine et Kervern, tu vois, quand on a vu leur premier film, justement, ils sortaient de Groland, on attendait un truc à la grolandaise, et ils faisaient un film avec Waris Maki, et du coup ça crée et depuis voilà, ils sont rentrés dans un moule, dans leur propre moule, en fait. Oui, mais en fait Delphine et Kervern, il y a encore autre chose, parce que eux aussi, je pourrais dire que oui, il y a un peu de fainéantise, quelque chose comme ça, sûrement une sorte de laisser aller en termes formels aussi, beaucoup, mais chez Dupieux, c'est beaucoup plus conscient que ça. Il y a quand même une sorte de volonté, de ne surtout pas tomber dans l'efficacité. Mais ça se ressent même dans sa musique, quoi, en fait, hein. Chez Dupieux, en fait, il va y avoir des moments où quand un rythme est vraiment hyper efficace, il va falloir qu'il le casse pour surtout pas tomber dans un truc de clubbing où le crescendo va être total pour mener à une sorte d'extase que pourrait amener sa musique, quoi. Dupieux, il veut absolument casser ce truc-là. Ce qui est hyper intéressant. Mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'il va proposer à la place, quoi. Ce qui va conduire dans une voie de traverse qui va être hyper surprenante et qui va te prendre une émotion par surprise, ce qui peut être le cas dans certains de ses films, moi je trouve, hein, dans Réalité, dans Steak, dans Le Dain, des films que j'aime bien, que j'aime même beaucoup de lui. Et dans Yannick, oui, il y a ce truc-là, et c'est même presque théorisé, parce que c'est clairement un spectacle auquel on assiste pendant 10 minutes de film qui est nul, et qui est drôle à force d'être nul, avec un mec qui dit non mais non, on arrête, quoi. Voilà, c'est pas bon, il faut arrêter. Moi j'ai envie de voir un truc un peu efficace, parce que voilà, je me suis fait chier à venir, d'organisation de ma vie de travailleur a fait que voilà, je me suis fait chier à venir, donc moi j'ai envie d'être diverti. Et là, toute la question, ça va être tous les efforts incommensurables de ce type-là qui prend en otage une salle et une équipe d'artistes pour créer du divertissement. Donc la lourdeur qu'il faut pour créer de la légèreté. Et c'est assez intéressant. Et le film, moi, je trouve un film se qui a tient été tourné à l'arrache, total. C'est tourné en 5 jours. Voilà, pas en tournée montée, mais dans le temps réel, à savoir, voilà, t'as un public, le public ne sait pas ce qui va se passer, et t'as les 3 acteurs qui vont faire le truc, et c'est tourné en 5 jours. Voilà, c'est Dupieux qui doit tenir la caméra, faire le son, une équipe ultra réduite, et voilà. Qui est sorti par surprise. Voilà, c'est ça. La sortie annoncée 4 semaines avant, enfin un truc. Le geste est génial, mais comme souvent chez Dupieux, le geste est toujours génial. Mais moi, je trouve que le film est très réussi, et moi, je sais que j'ai vraiment une grosse affection pour Quenard pour le moment, pourvu qu'il ne se fasse pas manger par les petits loups et qu'il ne devienne pas, qu'ils ne soient pas
employé toujours à faire la même chose, mais je trouve que dans ce film-là, il est non seulement génial pour ce pourquoi je l'ai aimé dans plein d'autres films, hein, Fragile, évidemment le Chien de la casse et tout ça, une sorte de truc de mélange improbable de langage soutenu et de côté très, très beauf et très rustre. Ça, je trouve ça fascinant, sa vista comique et son naturel et d'absence de naturel me fascine complètement. Je trouve c'est l'apparition totale. Mais je trouve que l'avant-dernière scène du film, je suis plus circonspect sur la dernière scène du film, mais l'avant-dernière scène du film, parce que du coup, absolument je l'ai pas. vu Mais l'avant-dernière scène du film où Quenard regarde le résultat de son interruption de spectacle, du spectacle qu'il a écrit comme ça, le regard que Quenard a, les larmes qu'il a et les rires qu'il a. Moi, j'ai trouvé que c'est un des moments de cinéma les plus fous que j'aurais vu dans l'année, c'est sûr. Eh ben, c'est très bien pour terminer cette émission, ça. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, je rappelle, hein, on a évoqué Anatomie d'une chute, Oppenheimer, Barbie, Sentinelle, Yannick. N'importe quoi, c'est beaucoup trop. C'est une grosse émission. Hein. Bientôt, on reviendra avec quelque chose d'un peu plus sérieux, ce qui me permet d'annoncer d'ailleurs. Tu connais la date, toi d'ailleurs, mais que le prochain film du dimanche soir, proposé par le Cinéma est mort à l'Arvor, ça sera le Guet-apens de Sam Peckinpah. Le 15 octobre de mémoire. Le 15 octobre, l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma quand même. Donc venez nombreux et du coup on va se préparer une petite spéciale Peckinpah hein, pour peut-être complètement après. Mais il faut venir quand même. Il y aura d'autres événements à annoncer, mais voilà, je voulais terminer là-dessus pour m'assurer que les gens soient bien conscients qu'il faut venir à cette séance et qu'il y ait autant de monde que pour la précédente Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est fait complet pour une rentrée au mois de septembre. C'est quand même beau. Donc merci à vous d'avoir participé à cette séance. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous pouvez la retrouver comme toutes les autres en podcast sur le site de Canal B, bien évidemment, et puis retrouver le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. On se retrouve très bientôt. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ah non, je suis admiratif de ta faconde. Parfait, t'as vu un peu les professionnels, comme si que ça faisait pas 18 ans qu'on faisait cette émission. Pop. À très bientôt. Des Ciao. bisous. Tu sais ce que je viens de faire? Je venais de passer cette porte, je suis tombé sur 2 collègues et je m'apprêtais à balancer sur toi un paquet de vacheries. Mais je me suis abstenu parce que mon vieux m'a appris qu'un homme qui balance des vacheries dans le dos d'un autre est un lâche. Waouh, entre nous, je préfère ça. Tant mieux, parce que je vais te le dire en face. Non, rien ne t'y oblige. Si, je peux pas te sentir. T'es qu'un flic à la manque. Le bruit que fait ta pisse en tombant dans l'urinoir, on dirait une gonzesse. Si on était dans la jungle, je te sauterais dessus. Et même si tu n'étais pas dans ma chaîne alimentaire, je serais prêt à faire un détour exprès pour te sauter dessus. Et si j'étais un lion et que t'étais un thon, je nagerais jusqu'au milieu de l'océan et je te becquerais tout cru. Et je baiserais le thon qui te sert de copine. Ok, déjà, un lion. Traversant l'océan à la nage, les lions n'aiment pas l'eau. Si encore tu parlais d'une rivière ou d'un quelconque point d'eau, ça tiendrait la route. Mais tu te retrouves au milieu de l'océan, avec des vagues de 6 mètres. J'imagine qu'on est au large de l'Afrique du Sud. S'attaquer à un thon de 400 kilos, dans la force de l'âge, accompagné de ses 20 ou 30 copains, c'est sûr que tu perds. C'est sûr que tu perds à 90%. Et devine quoi, tu t'es égaré dans notre boîte de thon. Et maintenant, on a goûté au steak de lion. On a tenu un conciliabule. On a communiqué. Ouais. Et tu sais ce qu'on s'est dit? Le lion, c'est bon. Allons chercher de la viande de lion. On développerait un système pour établir une base sur la côte et on te traquerait sans relâche, toi et ta famille. Et on t'acculerait, toi et ta meute, tes enfants, ta descendance. Comment vous feriez ça? On va construire une série d'appareils respiratoires avec des algues brunes. On sera capable de piéger une certaine quantité d'oxygène. On tiendra pas des journées entières, mais 1 heure. 1h45 même, pas de problème. Ça nous laissera le temps de trouver où tu habites, de retourner à la mer, faire le plein d'oxygène et de revenir te chasser. En gros, tu viens de perdre à ton propre jeu. Tu es désarmé et dépouillé. Tu t'y attendais à ce scénario?